Bonsoir, bienvenue, merci d'être là avec nous. Donc moi c'est Joachim, je suis chef d'équipe chez Alicia et notamment Lead React. Donc je m'occupe principalement d'une équipe qui touche à l'écosystème React, mais aussi un peu JavaScript, TypeScript. On fait du Nest.js, Next.js, etc. Un peu plus sur moi, donc ça fait 20 ans que je suis dans le métier, ça commence déjà à faire long. J'ai commencé à faire des sites web vraiment à l'arrache en étant jeune et aujourd'hui je suis sur des architectures assez modernes. Je suis passionné de DX, donc moi je suis vraiment là pour aider les développeurs dans leur day-to-day à ne pas venir se casser la tête avec leur IDE, leur IA aujourd'hui notamment, etc. J'explore l'IA, ça fait déjà 2-3 ans que je l'explore. Je suis vraiment obsédé par l'idée d'utiliser l'IA parce que il y a 20 ans de ça, on arrivait à faire en tout cas moi j'arrivais à faire des sites web en 2-3 nuits assez rapidement. Au fil du temps, j'ai remarqué que de quelques nuits, c'est passé à quelques semaines. Je pense que beaucoup de gens le ressentent. Et aujourd'hui, avec l'IA, on arrive à récupérer un peu ce temps passé, mais à condition de l'utiliser d'une certaine manière. Et on verra ça aujourd'hui. Et bon, je suis papa de 3 enfants, malheureusement. Ça aide pas beaucoup, mais bon, voilà, pas mal ça. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va vraiment parler de comment utiliser l'IA d'une certaine manière pour nous aider à être beaucoup plus productifs. Parce qu'on verra dans les slides de où on part et vers où on va. Donc, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a beaucoup d'influenceurs, on nous vend beaucoup de choses, l'effet wow de l'IA. Hein, donc, on n'a plus besoin de développeurs, ni de QA, ni de designers. On peut tout faire, on pitch vite fait notre idée à Claude notamment, et on part en production. N'importe qui peut coder une app complexe en un prompt. Pour ceux qui le savent, oui, il y en a qui le font et ils viennent pleurer une semaine après parce que leur production est à terre. Et soi-disant, la productivité multipliée par 10, non, ça ne fait pas de nous tous des développeurs 10x, comme on peut l'entendre. Mais voilà, tout ça, c'est les gros pitchs qu'on essaie de nous vendre depuis 2-3 ans. Là. Par contre, la réalité du terrain, on perd le contrôle. Parce qu'on remarque notamment que on comprend plus vraiment le code. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils ne regardent même plus le code que l'IA va écrire. Ils font confiance, commit, push et on y va. La boucle de feedback est brisée. Du coup, on a l'illusion d'être beaucoup plus rapide et ça, beaucoup d'équipes produits, elles aiment ça parce que, en effet, on arrive à produire plus vite, mais on ne produit pas forcément de la qualité. Et on verra ça tout de suite. Et évidemment, on essaie de diluer la responsabilité. C'est qui a produit ce code, comment on le maintient dans 6 mois. Même le développeur qui l'a commité, entre guillemets, ne se souvient pas du code qu'il a fait. Donc, ça, c'est assez dommage. Le coût réel de ça, aujourd'hui, on produit beaucoup plus de code legacy qu'on croit. Hein. Si on ne fait pas attention à ce que l'IA nous vient produire comme code, il y en a beaucoup qui, malheureusement, produisent du code legacy beaucoup plus vite qu'avant. Et ça, on le remarque parce qu'on ne fait plus de revues de code, on fait confiance à l'IA pour faire nos revues de code, etc. Et bien sûr, on passe beaucoup plus de temps, du coup, c'est un peu paradoxal, non, à revoir le code et éventuellement à faire du debug par après. Voilà. Donc, déjà, redéfinir la DX. Déjà, c'est quoi la DX, hein? C'est pas seulement donc la DX, c'est vraiment l'expérience développeur, d'accord. Donc le but, c'est vraiment de venir réduire l'impact cognitif, la charge cognitive qu'on a quand on développe. Il faut savoir que vous savez tous, hein, quand on développe, c'est des fois assez dur, on est face à des problèmes assez complexes. Et si on doit encore se battre avec notre idée, avec notre LLM
ou avec sa propre machine, c'est juste un nightmare. Et donc, ce qu'on remarque souvent, hein, et ce que beaucoup de vibe codeurs arrivent à nous montrer, c'est que l'IA dégrade cette expérience utilisateur en fonction de la manière dont on vient l'utiliser. Par contre, on peut venir l'utiliser d'une certaine manière, et on va voir juste après. Il y existe plusieurs manières de dire à l'IA de venir nous aider, et c'est là où on va avoir un vrai gain de productivité par rapport à ça. Alors, il y a 4 niveaux d'intégration de l'IA. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Le premier, je pense qu'on l'a tous expérimenté il y a 3 ans, hein, quand ChatGPT est arrivé. On s'est tous amusés à faire des petits copy-paste, à lui poser des questions. Ah tiens, j'ai cette fonction-là, il y a ça qui va pas, explique-moi. Le problème, c'est que ChatGPT, quand on est dans le browser, il connaît pas. Il connaît pas notre code, il connaît pas nos contraintes, il connaît rien. D'accord? Donc, un des gros points noirs, c'est que vu qu'il n'a pas de contexte, il ne peut pas forcément nous donner de bons feedbacks par rapport à ce qu'on lui demande. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est assistant intégré. Donc là, c'est le Copilot, c'est Claude Code, etc. On commence à voir l'autocomplétion. Ça, en général, tout le monde l'a vécu ces 2 dernières années. C'est là où l'IA commence à avoir un peu de contexte par rapport à ce sur quoi on est en train de travailler, mais elle ne comprend pas forcément notre façon de fonctionner. Elle fait juste que lire le code et essayer de deviner le prochain token pour l'autocomplétion. Maintenant, là où ça commence à devenir intéressant, c'est que on a les workflows intégrés, d'accord? C'est là où l'IA connaît vraiment les règles du projet. On verra par après comment on peut faire ça. Donc, on peut utiliser les custom instructions. On va commencer à utiliser les skills et ce genre de choses. Et alors, le dernier, vraiment le plus haut niveau, c'est l'agentique. C'est là où on dit à notre ami Claude, tiens, la story, elle est là sur Jira, vas-y, fais ta vie, et on va regarder la télé, puis on revient. Il y en a certains qui commencent à travailler déjà comme ça. Au niveau de la maturité, donc, il y a le copy-paste, hein, ça on l'a vu. On a l'assistant, l'autocomplétion, le workflow et le code agentique. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes où, chacun, à ce niveau-là? Alors, le but dans tout ça, c'est de maîtriser le prompt engineering. Je vais montrer un exemple vraiment tout bête. C'est faut savoir parler au LLM. Et c'est là où nous, on va avoir le plus de challenge. C'est qu'il faut vraiment expliquer au LLM qu'est-ce qu'on veut réellement derrière. Là, j'ai un débutant, il fait je veux une voiture. OK. Par contre, le pro va venir expliquer qu'est-ce qu'il veut exactement. Il veut une voiture hybride avec traction intégrale, châssis bas, 7 places, etc. Ce qu'on remarque, c'est que oui, le débutant, il va avoir ça. C'est pas très amusant, mais c'est une voiture. Ça va le faire. C'est une voiture, ça roule. Le pro, il va avoir ça. Du coup, petit exemple en React, hein, on est sur React, donc voilà. Je veux un formulaire. Ah non, je veux un formulaire en React Form. J'ai du Zod, j'ai du Tailwind. Je suis bien ma librairie de composantes, les erreurs doivent être affichées, etc. Donc, c'est plus précis, c'est plus pertinent. Et c'est sûr qu'entre les deux, c'est le deuxième code que le LLM il va fournir les résultats les plus intéressants. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on vient apprendre ces règles à l'IA? D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on peut tous spin-up un Claude Code et let's go, on y va. Le but, c'est vraiment de ne pas répéter les instructions à chaque fois. T'sais. Par exemple, moi, je suis assez fric au niveau TypeScript. Moi, je veux que en React, toutes mes composantes aient leurs props en read-only.
à la base, les LLM, ils font pas forcément ça. Ils te pitchent juste les props comme ça et puis that's it. Mais moi, je suis assez fric, donc j'ai des instructions pour ça. Le but, c'est donc de créer les fameux fichiers MD hein, dont tu parlais là tantôt. On a les custom instructions en fonction de chaque fournisseur. Du coup, ce qui permet de versionner, vu que c'est dans le code, bah, ça permet de versionner les décisions qu'on a par rapport à ces instructions, ce qui permet d'avoir un flow, enfin de s'assurer dans... Je vais y arriver. C'est de s'assurer que on ait une vision dans le temps de pourquoi, par exemple, si demain, avec le même prompt, ça change, mais peut-être parce que les custom instructions ont changé ou l'architecture a changé, etc. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, ce que je fais souvent dans les projets que je démarre, ou dans les projets dans lesquels j'arrive où il n'y a rien du tout, et où je viens utiliser des LLM, c'est je viens pitcher rapidement un dossier documentaire avec l'architecture du projet dans lequel il est, les standards de code, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué. Chaque équipe a ses propres standards de codage, et puis le LLM aussi a sa propre manière de coder parce qu'il a été entraîné sur des choses différentes, les patterns de composantes. Puis là, il y a le cursor rules, le GitHub Copilot Instruction, ça peut être le point Claude, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais bref, en fonction du fournisseur dans lequel on est. Donc ça, c'est la base, c'est vraiment le début du schmilblick, comme on appelle ça, de venir indiquer à l'IA comment on travaille et comment on veut qu'elle travaille derrière. Après, on peut venir se servir des skills. Donc, les skills, c'est un contexte spécifique avec des exemples et des tests. Vous connaissez peut-être skills.sh, qui est un grand repository de skills fourni par Vercel. En tout cas, c'est eux qui hébergent, mais derrière, on trouve énormément de skills différents. On a le skills QA, on a le skills QA, WCAG, front-end designer, développeur React, Vue, etc. C'est toute une série de skills déjà précompilés par la communauté et des grosses sociétés, d'accord, comme Anthropic notamment, qui vient encore donner un peu plus de mâche au LLM, ou par exemple, imaginons, je veux créer un design, d'accord. Aujourd'hui, si on lui dit, par exemple, à Claude Code, je ne parle pas de Claude Design ici, mais à Claude Code, on lui dit, voilà, crée-moi 4 templates différents, c'est un site qui va parler de ça, etc. En général, il va venir sortir ce sur quoi il a été entraîné. Donc, en règle générale, les LLM sont entraînés sur une douzaine, quinzaine de templates, entre guillemets, simples. C'est pour ça qu'en règle générale, c'est toujours la même chose qui nous ressort quand on pose ce genre de questions. Par contre, on peut venir lui dire d'utiliser un skill qui s'appelle Front-End Skills, que Anthropic a mis en place. Et la première instruction que ce skills vient dire au LLM, c'est oublie ce que tu connais du design, suis ça, etc. Et du coup, en promptant, on vient lui dire, viens utiliser ton skills front-end, et il sait automatiquement, ok, donc j'ai un skills front-end, je vais aller chercher ce skills, je vais le loader, et je vais travailler avec ça. Ce qui permet vraiment d'améliorer encore mieux l'output de notre LLM. Bien sûr, ça vit dans le code, ok. Donc c'est dans un dossier en fonction de votre fournisseur, hein, dans le point Copilot, dans le point Claude, dans le point Cursor Rules, etc. Vous pourrez voir, c'est assez intéressant. Il est compatible avec quasiment tous les IDE qu'il y a aujourd'hui et tous les fournisseurs. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, l'IA n'est pas là pour nous remplacer dans notre cerveau, mais plus pour automatiser des exécutions et des décisions qu'on devrait prendre. D'accord? Parce que si on laisse
tout faire à notre place, c'est là où on commence à se rendre compte qu'on perd du knowledge et qu'on a de plus en plus de mal à faire face à parfois des simples questionnements. Il suffit de regarder sur Internet. Personnellement, je l'ai vécu aussi pendant un petit temps. J'ai remarqué qu'à force d'utiliser l'IA, ma courbe de connaissances a légèrement diminué, ce qui fait peur. Mais c'est parce que je laissais l'IA tout faire à ma place. Donc ne le faites pas. Donc la discipline fait la différence. Donc dans la forme, on vient tout automatiser. Par contre, il faut toujours garder le contrôle. C'est vraiment le plus gros point, c'est de ne pas faire confiance aveugle à l'IA et d'essayer de comprendre ce qu'elle fait. Donc l'IA sans guardrails, ça nous crée de la dette technique de façon exponentielle. Par contre, dès qu'on vient lui teacher, donc lui apprendre comment on fonctionne, etc., c'est là où on a un levier de productivité réel. Bien sûr, c'est pas un gadget. On utilise l'IA aujourd'hui, c'est pour créer des services. C'est pas juste pour faire le mariole sur YouTube. Ça, j'arrête pas de le dire. Hop. Et là, tantôt, je t'avais dit que j'allais parler d'une méthode. Il y a une méthode qui est super sympa. Vous la connaissez peut-être. C'est la méthode BIMAD. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non? Oui? Ok. Donc la méthode BIMAD, c'est vraiment tout je vais appeler ça framework, qui permet d'avoir plusieurs agents différents en fonction de ce qu'on veut. Ça vient avec toute une, comme je dis, avec toute une série d'agents où on peut commencer par je veux pitcher mon produit, d'accord. Donc on vient dire donc quand on lance BIMAD, on vient dire voilà je veux créer un nouveau produit et il commence à poser des questions, etc. Puis on brainstorm et une fois que c'est fini, on peut passer à un skills architecte pour venir taper l'architecture, etc. Puis une fois que c'est validé, pouf, on passe au développement. Et on peut aller très loin avec BIMAD là-dessus. Je ne l'ai pas mis dans les slides, mais je vous inviterai à regarder parce que c'est vraiment si vous l'utilisez correctement, vous pouvez avoir des très très bons résultats très rapidement aussi. Et c'est gratuit. Donc, sauf vos tokens, bien sûr. Voilà. C'est un peu le problème. Voilà. C'est un peu les tokens à la volée. Oui, les BIMAD, c'est. C'est pour ça que pas tant utiliser ça. Enfin, en tout cas, quand tu payes tes tokens au token, Oui, je peux te dire que moi, ils sont déjà en train de me retoquer là-dessus. Et c'est bon, tu vois. c'est ça. C'est BIMAD méthode, ouais. Ouais. Voilà. Voilà, genre, je te pose des questions. Voilà ce que je fais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions éventuellement? Non. Bon.